les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le module de la physiologie des grandes fonctions. Donc, pour cette vidéo, on va traiter la première partie concernant l'appareil digestif. Tout d'abord, on va commencer par une toute petite introduction sur le système digestif. Premièrement, l'appareil digestif. L'appareil digestif, appelé aussi l'appareil gastro-intestinal. Cet appareil est responsable de la transformation des aliments, de leur dégradation en protéines, en glucides, en sels minéraux, en oligo-éléments, en lipides et en d'autres substances utilisables par l'organisme. Cet appareil digestif, il assure également le passage de ces nutriments dans la circulation sanguine, de façon à ce qu'ils puissent être employés par l'organisme. Ça veut dire qu'après le passage des aliments à travers l'appareil digestif, à travers le tube digestif, il y a assimilation de ces nutriments par cet appareil-là. On va voir ça en détail. Donc, comme on a dit que l'appareil digestif va permettre d'assurer ou bien de mettre à la disposition du corps les nutriments, et ça se fait par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme physique, bien mécanique. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme chimique. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme mécanique, une activité mécanique. Cette activité va permettre de broyer et de mélanger ce qu'on mange. Ça, c'est normal. Grâce aux dents, à la langue. Ça, on va voir en détail. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme chimique. Ce mécanisme va assurer la décomposition de ces aliments pour qu'on extraire les nutriments. Les nutriments sont assimilables par l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire assimilable par l'organisme? Assimilable par l'organisme, ça veut dire assimilable par les cellules entérocytaires. Donc, les cellules entérocytaires sont les cellules les plus internes de l'intestin grêle. Leur principale fonction est de permettre la transition sélective des nutriments depuis l'intestin grêle vers le milieu intérieur en passant par le sang. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va traiter le chapitre de la physiologie de l'appareil digestif. Donc on a dit, les deux mécanismes de la digestion se font pour transformer les aliments en nutriments qui peuvent être assimilés par l'organisme. Le tube digestif. Pourquoi on dit tube digestif? Tube. Parce que réellement il se constitue un tube qui traverse tout le corps depuis la bouche jusqu'à l'anus, comme vous voyez dans l'illustration. C'est un tube qui est formé par plusieurs éléments. Parmi ces éléments, on trouve que le tube digestif commence par la bouche, avec un certain nombre de choses qu'on va voir en détail. Certains détails, on va voir tout ça en détail. Puis, se poursuivre par le pharynx, puis l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle avec ses différentes composants, le gros intestin, le rectum et se termine par l'anus. Donc c'est un tube qui est délimité par les deux extrémités. Une extrémité est délimitée par la bouche et l'autre extrémité est délimitée par la canal anal. Et donc, comme on a dit bien précédemment que le tube digestif est composé d'un certain nombre de structures, mais les proportions de ces structures peuvent varier d'une espèce à l'autre, car chaque espèce va avoir un mode d'alimentation qui est différent. On a les carnivores, les herbivores et les omnivores. Donc, le mode de digestion et d'absorption est différent, donc le tube digestif doit s'adapter à chaque régime alimentaire. Donc, ces différentes proportions, ça veut dire les proportions au niveau des structures qui composent le
le tube digestif change en fonction du régime alimentaire. Et donc, en fonction de l'espèce et son régime alimentaire, les proportions du tube digestif vont être différentes. Par exemple, si on prend ici un omnivore qui est le proc, l'estomac représente d'environ 29% du tube digestif. La plus grande partie est représentée par l'intestin grêle, qui représente 33% du tube digestif. Chez la vache, il y en a que l'estomac représente environ 71% du tube digestif, donc représente la plus grande partie du tube digestif, car elle est polygastrique. Elle représente plusieurs gastres, on va voir ça, plusieurs poches, on va voir ça en détail après, Inch'Allah. Donc, il y en a ici l'intestin grêle représente 46 mètres chez la vache. L'intestin grêle représente environ 18% du total de l'appareil digestif et il mesure environ 46 mètres. 46 mètres. Et pour le gros intestin, on représente environ 8% du total de l'appareil digestif. Donc, pour cette première vidéo concernant le tube digestif, bien l'appareil digestif, on va traiter l'anatomie et l'histologie du tube digestif. Et pour la deuxième vidéo, on va traiter la physiologie des tubes digestifs. Donc, premièrement, la cavité buccale et pharynx. Et donc, pour la première partie des tubes digestifs, on a la cavité buccale et le pharynx. Premièrement, la cavité buccale. La cavité buccale est constituée par la langue, les dents, les glandes salivaires, ou bien généralement sont des glandes, et la voile palais. Premièrement, la langue. La langue, avant tout, c'est un organe de goût. La langue aussi, c'est un organe qui va avoir un rôle dans la digestion. Il va faire bouger les aliments dans la bouche d'un coin à l'autre. D'abord pour mélanger les nutriments avec les sécrétions salivaires pour un meilleur rendement de broyage. Deuxièmement, les dents. Les dents sont des éléments implantés dans les mâchoires. Dans les mâchoires, un rôle à couper et broyer les aliments. Les dents, pour l'homme, sont de nombre de 32, dont 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires. C'est pour broyer les aliments et pour bien écraser les aliments. Troisièmement, les glandes salivaires. Les glandes salivaires, on va voir ça en détail dans la partie de la physiologie du système digestif, de l'appareil digestif. Quatrièmement, la voile palais qui va jouer un rôle pendant la déglutition. On va voir ça dans le chapitre aussi de la physiologie. Après, on trouve le pharynx. Le pharynx, c'est un tube musculeux membraneux qui va se trouver derrière la bouche. Ça veut dire c'est à partir de laquelle vont passer par la suite les aliments qui ont été broyés au niveau de la cavité buccale. Et donc, le pharynx est composé par 3 parties. La première partie, on l'appelle rhinopharynx, ou bien pharynx supérieur, ou bien aussi nasopharynx. C'est la zone qui était en contact directement avec les fosses nasales, comme vous voyez dans l'image. Deuxième partie, c'est l'oropharynx, ou bien le pharynx buccal, ou bien aussi le pharynx moyen. On l'appelle aussi l'arrière-bouche, parce qu'il est localisé directement à la sortie de la bouche
Elle est derrière la bouche, comme vous voyez dans l'image. Troisième partie, c'est le pharynx inférieur, ou bien l'hypopharynx, ou bien le pharynx œsophagien. C'est la partie qui est délimitée par l'œsophage. Et donc, la deuxième structure dans le tube digestif, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est un tube musculaire qui fait de longue chez l'homme d'environ 25 cm. Il se prolonge du pharynx jusqu'à l'entrée de l'estomac, comme vous voyez dans l'image. Elle est limitée aux deux extrémités par deux sphincters. Un sphincter, c'est une zone de forte pression. Un sphincter, c'est une valve qui va réguler le débit ou bien de stopper le reflux. Donc, il y en a pour chaque extrémité, on a un sphincter. Le premier sphincter, c'est le sphincter œsophagien supérieur. Donc, c'est la limite entre le pharynx et l'œsophage. Le deuxième sphincter, il se trouve à l'entrée de l'estomac. C'est le sphincter œsophagien inférieur qu'on appelle aussi le cardia, comme vous voyez dans l'image. Pour l'histologie de la paroi de l'œsophage, il y a deux parties. Il y a la partie antérieure qu'on appelle aussi la partie orale et la partie postérieure qu'on appelle aussi la partie aborale. Cette dernière est formée de 4 couches successives, comme vous voyez dans l'image. Depuis l'intérieur vers l'extérieur, on a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la sureuse. Donc, pour ces 4 couches sont valables pour toute la continuité du tube digestif. Ça veut dire que ces 4 couches sont aussi présentes dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, sont valables pour tout le tube digestif. Sauf il y a des exceptions, on va voir en détail ces différentes exceptions lorsqu'on va s'intéresser pour chaque organe. Donc, pour l'œsophage, la musculeuse, ça veut dire la couche musculeuse, est formée de deux types de muscles. Des muscles internes et des muscles externes. Les muscles internes sont des couches circulaires et les muscles externes sont des couches longitudinales, muscles longitudinales, comme vous voyez dans l'image. Du point de vue glande, comme vous voyez dans l'image, au niveau de l'œsophage et au niveau de la muqueuse et la sous-muqueuse s'invaginent un certain nombre de glandes sécrétoires et dont la présence varie selon les espèces. Par exemple, chez les espèces dont l'appareil salivaire et dentaire est très développé, ces glandes sont absentes ou présentes en faible quantité. Par contre, ces glandes sont très abondantes chez les espèces qui ne mastiquent pas, ça veut dire qui avalent directement et qui ont peu ou pas de dents, et l'appareil salivaire est très réduit, par exemple chez les serpents, bien chez les reptiles en général. L'innervation. L'innervation du type digestif est une innervation double. L'œsophage est constitué par deux parties, une partie striée et une partie lisse. Alors pour la partie striée, pour ce qui est innervation de la partie striée, l'innervation est très simple. On a un fibre motrice ou bien un neurone moteur qui fait synapse avec un fibre musculaire et vont faire une plaque motrice. Ça, c'est connu pour toute la musculature, pour les muscles squelettiques de tout le corps. Par contre, pour le muscle lisse est plus complexe. On distingue entre deux types de neurones qui innervent le muscle lisse du tube digestif. Premièrement, des neurones ont le corps cellulaire localisé entièrement à l'intérieur de la paroi,
qui vont constituer l'innervation intrinsèque ou l'innervation intramurale. Ça, c'est le premier type de neurones. Des neurones qui se trouvent à l'intérieur, entièrement à l'intérieur de la paroi. Ça, c'est l'innervation intrinsèque ou l'innervation intramurale. Le deuxième type de neurones, ces neurones ont le corps cellulaire localisé entièrement à l'extérieur, en dehors de la paroi du tube digestif, vont constituer l'innervation extrinsèque ou l'innervation extramurale. Donc, il y en a deux types d'innervation pour le tube digestif, l'innervation intrinsèque et l'innervation extrinsèque. On commence par l'innervation intrinsèque du tube digestif. Donc, cette innervation est constituée par des neurones qui sont localisés à l'intérieur de la paroi. Ces neurones sont groupés en ganglions qui se trouvent d'une part, premièrement pour le plexus myentérique ou d'Orbach, se trouve entre les deux couches musculaires, longitudinales et circulaires, comme vous voyez dans l'image, entre les deux couches musculaires, qu'on appelle le plexus myentérique ou plexus d'Orbach. Donc, pour le plexus myentérique ou plexus d'Orbach, il est situé au niveau de la couche musculeuse. Pour le deuxième plexus ou bien le plexus surmuqueuse ou de Meissner, il est situé au niveau de la couche sous-muqueuse, comme vous voyez dans l'image. On l'appelle plexus sous-muqueux ou plexus de Meissner. Et voici un autre schéma qui explique la localisation des deux plexus, le plexus de Meissner et le plexus d'Orbach. Et on passe à l'innervation extrinsèque de l'œsophage. L'innervation extrinsèque de l'œsophage est une innervation double. Ça veut dire qu'elle est composée de deux systèmes. Le système sympathique et le système parasympathique. Pour le système parasympathique, est un système composé par des axons préganglionnaires dont le corps cellulaire se trouve dans le bulbe rachidien. Ces axons vont arriver à l'œsophage via le nerf vague. Le nerf vague, on appelle aussi le nerf pneumogastrique ou bien le nerf 10, le 10e paire des nerfs rachidiens. Donc, il y en a deux types des axons pour ce système parasympathique. Le premier type sont des axons à fonction excitateur cholinergique. Le deuxième type des axons sont des axons à fonction inhibiteur cholinergique. Donc, il y en a le même axon à fonction cholinergique. Là, on a l'axon en même origine, c'est un axon cholinergique. Dans tous les cas, il libère l'acétylcholine. Mais c'est la fonction qui se diffère. C'est la fonction qui se diffère. On a une fonction excitatrice et une fonction inhibiteur. Donc, dans tous les cas, il y a libération de l'acétylcholine. Et donc, si ce système-là agit, si ce fibre-là agit sur les fibres cholinergiques, excitateurs cholinergiques, il y a activation. Donc, l'action finale, c'est la contraction de la paroi. Et si il agit sur les fibres non cholinergiques, non adrénergiques, c'est inhibition. C'est la fonction finale, c'est l'inhibition. Là, c'est la relaxation, c'est le relâchement de la paroi de l'œsophage. Et pour le système sympathique. Le système sympathique est constitué par des axons préganglionnaires dont le corps cellulaire se trouve au niveau de la moelle épinière, se trouve bien précisément dans la zone intermédiolatéral de la moelle épinière, entre les deux cornes de la moelle épinière. Et donc, ces axons vont faire synapse dans le ganglion synaptique avec des neurones postganglionnaires adrénergiques inhibiteurs de la paroi.
Soulignez bien des ganglions adrénergiques inhibiteurs. Adrénergiques inhibiteurs. Et donc ces accents post-ganglionnaires adrénergiques agissant soit directement sur la paroi ou soit sur les neurones excitateurs cholinergiques. Et on passe à un autre organe qui appartient au système digestif, l'estomac. Premièrement, on a deux types d'estomac. On a l'estomac chez les monogastriques et l'estomac chez les polygastriques. L'estomac chez les monogastriques est un estomac qui est formé d'un seul poche. Chez les polygastriques, on a l'estomac est formé de plusieurs poches. Et donc, comme j'ai déjà dit, chaque organe qui appartient à l'appareil digestif, il y en a deux sphincters. Le sphincter supérieur et le sphincter inférieur. Chez l'estomac, le sphincter supérieur est appelé le cardia, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Rappelez-vous, le cardia, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage et aussi le sphincter supérieur de l'estomac. Le sphincter inférieur appelé le pylore et aussi le sphincter supérieur de l'intestin grêle. On va voir ça en détail. Donc, chez le monogastrique, l'estomac est formé de trois compartiments, fondus, le corps et l'antre. Et on a aussi deux courbures, une petite courbure et une grande courbure, et le pylore. Et on passe à l'histologie de l'estomac. Comme j'ai déjà dit dans la partie histologie de l'œsophage, j'ai dit que pour toute la continuité du système digestif, il y en a 4 couches. La séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. J'ai dit qu'on a tout simplement des petites différenciations entre ces organes dans les entre ces 4 couches dans les différents organes. Et donc, du point de vue histologique, la différence entre l'œsophage et l'estomac, c'est au niveau de la couche musculeuse. Rappelons-vous que au niveau de l'œsophage, on a dit que la couche musculeuse est formée de deux types de muscles, des muscles longitudinaux externes et des muscles circulaires internes. Ici, au niveau de l'estomac, on a 3 types de muscles. On a un muscle longitudinal externe, muscle circulaire moyen et muscle oblique interne. Et on passe à la morphologie de l'estomac chez les polygastriques. On a dit bien précédemment que les polygastriques, on a l'estomac qui est formé de plusieurs poches. Ici, l'estomac est formé de 4 poches. Le rumen, le cahier, le feuillet et le bonnet. Et donc, c'est au niveau du rumen, on l'appelle aussi panse, c'est au niveau de la rumen qu'on a le stockage des aliments nutritifs. Rumen, ruminaux, c'est à partir de cette poche-là, qu'on appelait ce genre des espèces les rumins, les ruminants. Et on passe aux glandes sécrétoires au niveau de l'estomac. Premièrement, on a 2 sortes de glandes importantes au niveau de l'estomac. On a la muqueuse glandulaire fondique et la muqueuse glandulaire antrale. Et donc la muqueuse glandulaire fondique regroupe les différentes glandes qui se trouvent au niveau du fondus. Et la muqueuse glandulaire antrale regroupe les différentes glandes qui se trouvent dans l'antre. Et on commence par la muqueuse glandulaire fondique. On a dit que la muqueuse glandulaire fondique regroupe les différentes glandes qui se trouvent au niveau du fondus. Et donc cette muqueuse glandulaire fondique regroupe 4 types de cellules. Les cellules à mucus, les cellules pariétales ou cellules bordantes, les cellules principales
et des cellules endocrines. Et donc, ces différentes cellules se localisent au niveau de la couche muqueuse. Et donc, comme j'ai déjà dit, on a 4 types de cellules qui se trouvent au niveau de la muqueuse glandulaire fonduque. Les cellules à mucus, les cellules pariétales ou cellules bordantes, les cellules principales et les cellules endocrines. Et donc, les cellules à mucus. Et donc, ces cellules vont lubrifier, vont jouer comme rôle de lubrifiant, et vont lubrifier les différents aliments qui viennent au niveau de l'estomac. Le deuxième rôle, c'est la protection contre l'autodigestion de l'estomac. Ils sont localisés au niveau du tiers supérieur de la couche muqueuse, comme vous voyez dans l'image. Les cellules pariétales ou cellules bordantes sont des cellules de grande taille qui se trouvent au niveau, qui se localisent au milieu de la couche muqueuse. Donc, la sécrétion, comme vous voyez dans l'image, va se faire au niveau du pôle apical de ces cellules-là. Et donc, ces cellules vont sécréter l'acide chlorhydrique, l'eau et des électrolytes. Les cellules principales sont situées au niveau du 2 tiers profonde de la couche muqueuse, qui vont sécréter le pepsinogène 1 et 2, qui vont ensuite sécréter le pepsine 1 et le pepsine 2. Le quatrième type de cellules sont les cellules endocrines. Ce sont les cellules qui vont libérer leur contenu dans le sang, par exemple la somatostatine, l'acétokinine, l'histamine, etc., etc. Et donc, on passe à la muqueuse glandulaire antrale. La muqueuse glandulaire antrale regroupe les différentes cellules, ou bien les différentes glandes qui se trouvent au niveau de l'estomac, bien précisément au niveau de l'antre. Et donc, au niveau de la muqueuse glandulaire antrale, il y en a 2 sortes de cellules. On a les cellules à mucus et les cellules endocrines. On l'appelle aussi les cellules agastrines. Ce sont des cellules qui vont libérer le gastrine. Et donc, la mucus, comme j'ai déjà dit, au niveau de la muqueuse glandulaire fonduque, ils vont jouer le rôle de protection de la paroi et aussi la lubrification. Et donc, ces cellules endocrines, comme j'ai déjà dit, vont sécréter la gastrine. Sûrement, elle va jouer un rôle important dans la régulation de la digestion au niveau de l'estomac. On va bien parler de ce hormone-là au niveau de la physiologie de la digestion. Cette première partie, comme j'ai déjà dit, est caractérisée ou bien il détaille l'anatomie du système digestif. Et donc, pour l'innervation gastrique ou bien l'innervation de l'estomac est la même que l'innervation de l'œsophage. Il y en a 2 types d'innervation, une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. L'innervation intrinsèque, elle est constituée par 2 plexus myentérique et plexus de Meissner, voilà, ou bien plexus sous-muqueuse. Pour l'innervation extrinsèque, elle est doublée. Elle est constituée par le système sympathique et le système parasympathique. C'est la même pour l'innervation de l'œsophage et aussi c'est la même pour toute la continuité du système digestif, de l'appareil digestif. Et on passe au 4e organe qui appartient à l'appareil digestif, qui est l'intestin grêle. Et donc, l'intestin grêle représente le plus long canal du tube digestif. Elle mesure chez l'homme d'environ 7 mètres. L'intestin grêle est formé de 3 différentes parties. Le duodénum, ou bien l'anse duodénum, c'est une boucle en forme
de C, comme vous voyez dans l'image, le jejunum et l'ilium. Au niveau du duodénum, il s'ouvre la canal pancréato-biliaire. On a deux types de sécrétion, la sécrétion pancréatique et la sécrétion biliaire. Il y a la sécrétion du suc pancréatique et la sécrétion des bulles. Au niveau des jejunums, c'est la plus grande partie de l'intestin, c'est le jejunum. Comme vous voyez dans l'image, c'est la plus grande partie de l'intestin grêle. Et donc, c'est à ce niveau-là où se passe l'absorption. Et comme j'ai déjà dit, que chaque organe qui appartient à l'appareil digestif, il est délimité aux deux limites supérieures et inférieures de deux sphincters. En notre cas ici, l'intestin grêle, il est délimité d'un sphincter supérieur et un sphincter inférieur. Le sphincter supérieur de l'intestin grêle, c'est le pylore, comme étant le pylore, et le sphincter inférieur de l'estomac, il est aussi le sphincter supérieur du pylore. Le sphincter inférieur de l'intestin grêle, c'est l'iliocécal, comme vous voyez dans l'illustration. On passe à l'histologie de l'intestin grêle. Et comme j'ai déjà dit, pendant toute la continuité de le système digestif, il y en a 4 couches. Et comme j'ai déjà dit, ces 4 couches sont valables pour toute la continuité de l'appareil digestif, du tube digestif. Donc, j'ai déjà dit qu'il y en a 4 couches. Ces 4 couches depuis l'extérieur vers l'intérieur. On a la séreuse, la musculeuse, la couche sous-muqueuse et la couche muqueuse. Et comme j'ai déjà dit aussi que ces 4 couches possèdent les mêmes caractéristiques pour toute la continuité du système du tube digestif, sauf il y en a quelques exceptions au niveau des couches, au niveau de ces couches-là. Et donc, la différence ici au niveau de l'intestin grêle, c'est au niveau de la couche muqueuse. Ici, au niveau de l'intestin grêle, on a un repli de la couche muqueuse, comme vous voyez dans l'image. Il y en a la formation des villosités. Et donc, ces replis de la muqueuse, ces villosités sont dues pour augmenter la surface de contact avec les nutriments lors du passage des nutriments à travers l'intestin grêle. Donc, pour ce qui dit augmentation de la surface de contact avec les nutriments, dit augmentation de la surface absorbante. Donc, beaucoup plus d'absorption au niveau de ces replis-là. Au niveau de ces replis-là de la couche muqueuse, il y en a l'absorption, il y a une forte absorption des nutriments. Et donc, ce repli de la couche muqueuse au niveau de l'intestin grêle est appelé des valvules connivantes. Chaque repli de la muqueuse forme une valvule connivante. Ici, on a 2 valvules connivantes. Les villosités sont surmontées par des microvillosités. Donc, premièrement, on a les valvules connivantes. Deuxièmement, les villosités. Troisièmement, les microvillosités. Et donc, ces microvillosités sont appelées aussi la bordure en brosse. La bordure en brosse. Le rôle de ces bordures en brosse, c'est d'augmenter la surface d'absorption au niveau de l'intestin grêle. Et on trouve aussi les cellules entérocytaires dans lesquelles j'ai déjà parlé au départ. Voici un autre schéma qui explique bien cette notion de valvule connivante, villosité
microvillosité, la bordure en brosse. Si nous voulons être bien précises, on va dire que sur chaque microvillosité, on trouve aussi des couches qu'on appelle des filaments de glycocalyx. Des filaments de glycocalyx qui se trouvent sur les microvillosités. Et on passe à l'innervation de l'intestin grêle. Je ne vais pas dire grand-chose pour l'innervation de l'intestin grêle, puisque c'est la même pour l'innervation de l'œsophage et c'est la même pour l'innervation de l'estomac. Il y en a deux types d'innervation, une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. L'innervation intrinsèque, elle est sous forme de deux plexus, le plexus méentérique ou bien plexus d'Orbach et le plexus sous-muqueuse ou plexus de Messner. Pour l'innervation extrinsèque, elle est doublée. Il y a l'innervation, il y a le système sympathique et le système parasympathique. Ça, je l'ai déjà traité en détail au niveau de l'œsophage et j'ai dit c'est le même pour toute la continuité du système du tube digestif. Et on passe au cinquième organe qui appartient au tube digestif, c'est le gros intestin. Et donc, pour le gros intestin, on trouve premièrement le cæcum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon pelvien est appelé aussi le côlon sigmoïde, le rectum et enfin l'anus. Le grand intestin il est délimité aux deux extrémités par deux sphincters, un sphincter supérieur appelé le sphincter iliocécal et le sphincter inférieur appelé le sphincter anal. Il y en a deux, le sphincter anal interne et le sphincter anal externe. On va voir ça en détail. Et donc pour la musculature du sphincter interne est une musculature lisse et pour la musculature du sphincter externe est une musculature striée. Et donc pour l'innervation du gros intestin. Donc pour l'innervation du gros intestin, il y en a aussi deux innervations, une innervation intrinsèque et une innervation extrinsèque. Pour l'innervation intrinsèque, elle est identique à celle du reste du tube digestif. Ça veut dire qu'il y en a deux plexus, le plexus méentérique ou plexus d'Orbach et le plexus sous-muqueux ou le plexus de Messner. Et pour l'innervation extrinsèque, du gros intestin, elle est double aussi, elle est sympathique et parasympathique. L'innervation sympathique est semblable à celle de l'intestin grêle, mais pour l'innervation parasympathique, elle est différente à celui du reste digestif. Donc, pour l'innervation parasympathique, il est assuré par deux types de nerfs. Le nerf vague dans le corps cellulaire se trouve au niveau du bulbe rachidien, ça on le connaît, et par les nerfs pelviens dans le corps cellulaire efferente provient de la moelle sacrée. Comme vous voyez ici dans l'image, la moelle sacrée, les différentes parties de la moelle épinière, on a la moelle cervicale, la moelle thoracique, la moelle lombaire et finalement la moelle sacrée. C'est à ce niveau-là où il y en a les nerfs pelviens qui vont innerver le gros intestin. Il est écrit ici pelvic pathway. J'ai entouré aussi le pelvic pathway avec la moelle sacrée. C'est pelvic pathway, c'est les nerfs pelviens. Et donc, comme j'ai déjà dit, pour le système parasympathique, il y en a deux types de nerfs. On a le nerf vague et les nerfs pelviens. Et donc, pour le nerf vague, il va innerver la partie proximale
du gros intestin. Et pour le nerf pelvien, il va innerver la partie inférieure du gros intestin ainsi que les différentes que l'appareil génital par libération de l'acétylcholine. Ça, on le connaît déjà. Système parasympathique, libération de l'acétylcholine. Donc, pour l'innervation pelvienne, elle va libérer, pour le système parasympathique, pour le nerf pelvien, elle va libérer l'acétylcholine. Et donc, c'est la fin de cette partie de ce cours-là. J'ai dit dans le premier de ce cours-là, je vais diviser ce cours-là en deux grandes parties. La partie concernant l'anatomie du système digestif et la partie qui concerne la physiologie du système digestif. Donc, dans cette vidéo, j'ai terminé la partie qui concerne l'anatomie du système digestif. Donc, pour cette première partie concernant l'anatomie, je n'ai pas bien détaillé cette première partie concernant l'anatomie du tube digestif, mais je vais bien détailler la partie qui concerne la physiologie du système digestif, les différentes régulations qui se trouvent à ce niveau du système digestif. Et donc, finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like, s'abonner ou subscribe. Merci pour votre attention et à bientôt.